Avez-vous déjà eu l'impression de bâtir un empire en silence, brique par brique, dans l'ombre, pour ensuite regarder, impuissant, quelqu'un d'autre s'asseoir sur le trône que vous aviez vous-même forgé? C'est une question que je ne m'étais jamais posée, jusqu'au jour où ma réalité est devenue la réponse la plus brutale qui soit. Je ne vois absolument pas comment il pourrait choisir quelqu'un d'autre que toi. C'est ce que Nathalie, ma plus proche collègue et confidente, m'avait murmuré lors d'un déjeuner, 2 semaines seulement avant l'annonce fatidique. Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme une promesse douce et rassurante, une certitude à laquelle je m'accrochais désespérément. C'était ma bouée de sauvetage dans un environnement de travail qui, insidieusement, se transformait en une zone de guerre silencieuse, où les batailles se gagnaient non pas avec le talent, mais avec des sourires en coin et des poignées de main dans les couloirs. Et honnêtement, au plus profond de moi, je la croyais. J'étais obligée de la croire. Car si je n'obtenais pas cette promotion, si toutes mes années de sacrifice et mes semaines de 60 heures de labeur acharné ne signifiaient rien, alors que resterait-il de la personne que j'étais devenue? 6 ans plus tôt, j'avais franchi pour la première fois les portes du siège social, de Crescent and Vale à Seattle. Je n'avais en ma possession qu'un diplôme de MBA fraîchement obtenu de l'université Northwestern et une mallette débordante de portfolios surpréparés, fruits de nuits blanches et d'une ambition dévorante. Le bureau était à la fois élégant et intimidant, un véritable temple du design moderne. Des salles de conférences entièrement vitrées qui semblaient suspendues dans les airs, des bureaux en bois recyclés au toucher soyeux, et des prix prestigieux encadrés qui tapissaient chaque couloir comme autant de rappels de l'excellence attendue. Je me souviens avoir pensé, avec une naïveté touchante, c'est ici que les gens créent des choses qui comptent vraiment. Je n'avais pas tort sur le fond, mais j'étais terriblement ignorante quant au coût humain de cette création. Ils m'ont embauchée en tant que coordinatrice marketing, le plus bas échelon de l'échelle. Le salaire était modeste, à peine de quoi couvrir mon loyer, dans un quartier excentré, mais les attentes, elles, étaient immenses, stratosphériques. Je n'ai pas bronché, pas une seule fois. J'étais la première arrivée le matin, bien avant que le soleil ne se lève sur la ville, et la dernière à partir le soir, lorsque les lumières des gratte-ciel scintillaient dans la nuit. Je me portais volontaire pour tous les projets cauchemardesques que mes collègues, plus malins ou plus fatigués, laissaient de côté comme des patates chaudes. Mon premier Noël chez Crescent en est l'exemple parfait. Tandis que les autres rentraient dans leur famille ou s'envolaient vers des stations de ski luxueuses, j'étais seule au bureau, après minuit, le 24 décembre, à réparer une campagne de lancement désastreuse pour un client majeur du secteur des soins de la peau. Un produit défectueux, une communication de crise à gérer, un plan marketing à réinventer de A à Z en moins de 48 heures. Cette campagne, sauvée in extremis, a finalement triplé leur chiffre d'affaires du premier trimestre. Personne n'a jamais vu les heures que j'y ai consacrées. Personne n'a su que mon dîner de réveillon fut un sandwich triangle avalé devant mon écran. Seuls les chiffres, froids et implacables, étaient pris en compte. Et je pensais, dans ma grande innocence, que c'était suffisant. 2 ans plus tard, la récompense est arrivée, une promotion au poste de spécialiste marketing. C'est là que les vrais défis ont commencé. On m'a confié des comptes plus importants, des clients stratégiques, Aurora Wellness, une marque de bien-être en pleine expansion, Beta Electronics, un géant de la technologie, et surtout la refonte complète de l'image de marque d'une chaîne d'articles ménagers en difficulté, Juniper Nest. Un projet que tout le monde considérait comme une mission suicide. Je les ai tous gérés avec une discrétion et une méticulosité qui sont devenues ma marque de fabrique. Mes campagnes dépassaient constamment les attentes. Je n'atteignais pas seulement les objectifs fixés, je les pulvérisais. Dans certains secteurs, mes stratégies ont généré 60% des nouveaux revenus du département. Pourtant, je ne me suis jamais vantée. Je n'ai jamais joué le jeu politique des déjeuners et des messes basses. Je croyais bêtement que les résultats parleraient toujours plus fort que les poignées de main et les sourires forcés. Je n'étais pas la seule à le croire.
Gloria Parks, notre directrice marketing principale à l'époque, une femme au regard d'acier et à la réputation de fer, voyait ce que je faisais. Elle n'était pas une mentor des plus chaleureuses, ses compliments étaient aussi rares qu'une éclipse solaire. Mais elle était d'une perspicacité incroyable, d'une précision chirurgicale dans ses analyses. Un jour, autour d'un café, au goût amer de la machine du bureau, elle m'a dit, en me fixant de ses yeux perçants: Sabrina, il y a deux sortes de talents dans ce métier. Ceux qui font beaucoup de bruit pour peu de résultats, et ceux qui bâtissent des empires en silence. Tu es de la deuxième sorte, ne l'oublie jamais. Je ne l'ai jamais oublié. Lorsque Gloria a annoncé sa retraite imminente, j'ai ressenti un mélange étrange d'excitation et d'appréhension. Le poste qu'elle avait bâti de ses mains, son héritage, allait devenir vacant. Le jour même de l'annonce, elle m'a prise à part et sa voix, d'habitude si tranchante, était inhabituellement douce. J'ai déjà dit à Gérald que ton nom devait figurer tout en haut de la liste. Tu es prête. Gérald Monroe, notre chef de service, avait toujours été cordial mais distant avec moi, un homme difficile à cerner, dont les pensées semblaient se cacher derrière un masque d'impassibilité. Pourtant, si Gloria, la légende, se portait garante de moi, j'avais le sentiment d'avoir de très bonnes chances. Je me suis mise au travail le soir même. Je me suis investie dans ma candidature comme je l'aurais fait pour la plus importante des campagnes. J'ai constitué un portfolio soigné, un document de plus de 100 pages présentant mes projets les plus réussis, avec des analyses détaillées de la stratégie, de l'exécution et du retour sur investissement. J'ai suivi une formation accélérée en management du leadership en ligne, sacrifiant mes soirées. J'ai réécrit mon plan stratégique quinquennal pour le département à 2 reprises, jusqu'à ce que chaque mot, chaque chiffre soit parfait. Tous les mardis soirs, je m'entraînais à parler en public au sein d'un club Toastmaster local, même si la simple idée d'être sur une scène me donnait des sueurs froides. J'étudiais le style décisionnel de l'équipe dirigeante, leurs slogans, leurs priorités, leurs marottes. Je ne voulais pas seulement mériter ce poste. Je voulais être indéniable. L'entretien avec Gérald s'est mieux passé que je ne l'aurais jamais imaginé. Il a feuilleté mon portfolio avec une attention rare, hochant lentement la tête, posant des questions réfléchies et pertinentes. Très minutieux, a-t-il finalement dit, en refermant le lourd dossier. Vous avez clairement fait vos devoirs. En quittant son bureau, je n'ai pas pu retenir un sourire qui a illuminé mon visage. Nathalie m'attendait près des ascenseurs, l'air anxieux. Alors ? A-t-elle demandé. Je crois que j'ai réussi, ai-je murmuré, presque incrédule. Pour la première fois depuis des années, je me suis laissé convaincre qu'on allait enfin me voir pour ce que je valais vraiment. Et puis, il y avait Colin Pratt. Il avait rejoint Crescent Vale 1 an après moi. Sur le papier, son CV était impressionnant, de grandes écoles, des stages prestigieux. Mais il ne résistait pas à un examen plus approfondi. Fils d'un publicitaire de renom à la retraite, il naviguait dans ce monde avec une aisance déconcertante. Peu de réalisations mesurables, une tendance à éluder les questions techniques par des plaisanteries bien placées. Pendant que je construisais des cadres marketing complexes à 23 heures, Colin plaisantait près de la fontaine à eau et se vantait de son swing de golf auprès des directeurs. Son charme était indéniable. Sa paresse aussi. Il ne finissait jamais rien. Il lançait des idées à moitié formulées en réunion, puis, on ne sait comment, son nom finissait par apparaître dans les emails de suivi, après que j'ai passé la nuit à les développer, à les structurer, à les rendre viables. Le pire, c'est qu'il ne s'en cachait même pas. Tu es tellement doué pour réparer mes erreurs, m'a-t-il dit un jour en riant, comme si c'était le plus beau des compliments. Je me suis dit qu'il n'était pas un concurrent sérieux. Il ne connaissait même pas le nom de la moitié de nos clients, et encore moins le ton de leur marque. Lors d'une collaboration forcée pour une campagne régionale d'articles de sport, j'ai fait 90% du travail pendant qu'il se laissait aller à des brainstormings créatifs, qui consistaient surtout à jouer sur son téléphone, puis il a présenté notre stratégie commune comme s'il l'avait écrite dans son sommeil, avec une assurance bluffante. J'ai souri, j'ai laissé passer, je me suis dit, peu importe qui reçoit les applaudissements, tant que le travail est solide. Mais je l'ai senti,
ce lent poison du ressentiment et de la peur qui commençait à s'infiltrer en moi, car quelque chose avait changé. Colin avait commencé à arriver en avance, chose inouïe pour quelqu'un qui pointait autrefois à 9h45 pour un service qui commençait à 8h30. Il participait soudainement à des réunions qu'il avait l'habitude de manquer. Il me posait d'étranges questions sur mes stratégies, avec un carnet à la main. J'essaie juste d'apprendre des meilleurs, disait-il avec ce foutu sourire en coin qui ne le quittait jamais. Et Gérald, notre patron impassible et indéchiffrable, le félicitait soudainement après les réunions, lui donnant des tapes dans le dos. Pourtant, je m'accrochais à mes chiffres, à ma préparation, aux discrets signes de tête confiants de Gloria. Et pourtant, à mesure que le jour de l'annonce approchait, une angoisse sourde s'installait. Je me réveillais sans cesse à 3h du matin, en sueur, et le rire de Colin résonnait dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Je ne le savais pas encore, mais je me lançais dans une bataille dont je n'avais même pas conscience des règles. Le matin de l'annonce, je suis arrivée au bureau avant même le lever du soleil. Il faisait encore nuit dehors. La ville était silencieuse, enveloppée dans un épais brouillard, et je pouvais voir mon propre souffle se condenser en traversant le parking désert. J'avais revêtu mon costume bleu marine, celui que je réservais aux présentations clients les plus importantes et aux entretiens d'embauche, une véritable armure. J'avais opté pour une légère ondulation dans mes cheveux, cherchant à projeter une image à la fois confiante et sereine. Assise à mon bureau, j'examinais une dernière fois les projections du département pour le 2e trimestre, même si personne ne me les avait demandées. J'avais juste besoin de quelque chose à quoi m'accrocher, de quelque chose de concret, de tangible. À 8h45, la grande salle de conférence était pleine. Gérald se tenait à l'avant, avec à ses côtés une présence inattendue. Liliane Cross, notre PDG. Liliane apparaissait rarement lors des annonces internes. Sa présence a semé un vent de confusion et de murmures dans l'équipe. Peut-être s'agissait-il d'une restructuration majeure, peut-être que quelqu'un de l'extérieur allait nous rejoindre. Mais au fond de moi, une petite flamme d'espoir brûlait encore. Je croyais toujours que c'était mon moment. Je me suis assise au premier rang, juste en face de Nathalie, qui m'a adressé un sourire rassurant et un pouce levé discret. Colin est arrivé en retard, bien sûr, vêtu d'un costume gris, flambant neuf et tenant un café à emporter d'une marque branchée. Il n'a même pas pris la peine de paraître contrit. Il m'a lancé un regard mi-amusé, mi-indéchiffrable, et s'est assis nonchalamment le long du mur du fond. « Bonjour à toutes et à tous », a commencé Gérald de sa voix douce et posée habituelle. Comme vous le savez, aujourd'hui marque un tournant pour notre équipe marketing. Après 14 années incroyables à sa tête, Gloria Parks a officiellement pris sa retraite. Ses contributions ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Les chaussures qu'elle laisse derrière elle ne sont pas seulement imposantes. Elles sont presque impossibles à remplacer. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. J'ai applaudi aussi, esquissant un sourire forcé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, chaque battement plus fort et plus assourdissant que le précédent. Gérald a poursuivi. Nous avons procédé à une évaluation approfondie et rigoureuse des candidats internes et externes. Nous cherchions quelqu'un de visionnaire, de créatif, un leader naturel, quelqu'un qui incarne notre culture d'innovation et d'audace. Ça y est, c'était le moment. Je me suis redressée sur ma chaise, prête à me lever avec grâce lorsqu'il prononcerait mon nom. Je suis donc absolument ravie de vous annoncer, a dit Gérald, marquant une pause dramatique pour les faits, que notre nouveau directeur marketing senior sera Colin Pratt. L'espace d'un instant, le temps s'est suspendu. J'ai cru l'avoir mal entendu. La salle a éclaté en applaudissements, mais le son était étouffé, lointain, comme si j'étais sous l'eau. Mon champ de vision s'est rétréci jusqu'à ne plus voir que le visage de Gérald. Son sourire radieux le confirmait. Il n'y avait pas d'erreur. Colin se levait déjà, redressant sa cravate avec un geste qu'il semblait avoir répété des centaines de fois devant un miroir. Il s'est dirigé vers l'avant et a serré la main de Gérald d'une poigne trop forte, trop vive. Je ne pouvais plus bouger. Mes jambes étaient comme ancrées au sol. Mes lèvres se sont retroussées en un sourire figé,
la mémoire musculaire prenant le dessus sur le chaos qui régnait en moi. Mais au fond, quelque chose a craqué, quelque chose de profond, de fondamental s'est brisé. Puis Colin s'est tourné vers moi. Je tiens tout particulièrement à remercier Sabrina Lee, a-t-il dit au micro, et tous les regards dans la salle, sans père Dieu, se sont tournés vers moi. Ton éthique de travail, ton dévouement, c'est une véritable source d'inspiration. J'ai tellement appris de toi. Je l'ai regardé, la mâchoire serrée, suffoquant sous l'audace de son mensonge. Il s'était attribué le mérite de mes campagnes, de mes stratégies, de mes soirées, de mes week-ends et de mes vacances sacrifiées. Et maintenant, il se tenait là, me remerciant publiquement, comme si mes efforts n'avaient été qu'un tremplin pour sa propre grandeur. Et personne dans cette salle n'a scié. À la fin de la réunion, j'ai à peine entendu les félicitations, les murmures de surprise et de pitié. Nathalie m'a serré dans ses bras et a murmuré à mon oreille « Ça n'a aucun sens, c'est de la folie ». Dylan Shaw, un collègue respecté, a secoué la tête avec incrédulité. Tout le monde pensait que c'était pour toi. J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai dit « Merci ». J'ai dit que j'allais bien, mais c'était un mensonge. Dès que j'ai pu m'éclipser, j'ai filé aux toilettes. Je me suis enfermée dans la dernière cabine, la plus éloignée de la porte. Et c'est seulement alors, derrière cette porte métallique froide et impersonnelle, que les larmes ont coulé. Des larmes silencieuses, brûlantes et inexorables. Mon cerveau s'est emballé, tournant à vide. Avais-je fait quelque chose de mal? Avais-je mal interprété tous les signaux qu'avait Colin de plus que moi? Des relations, du charisme, des blagues pertinentes au bon moment. Mon plan stratégique sur 5 ans avait été salué comme brillant lors de l'entretien. Mes campagnes avaient généré le meilleur retour sur investissement du département, année après année. Les retours des clients étaient impeccables, élogieux. Qu'aurais-je pu faire de plus? Je n'avais pas de réponse, seulement un abîme de rage et de honte qui s'ouvrait sous mes pieds. De retour à mon bureau, Gloria m'attendait. Son expression était un orage. « C'est absurde !» dit-elle d'une voix basse, sifflante de fureur. « Tu aurais dû avoir ce rôle. Tout le monde ici le sait. » J'essayais de sourire. Apparemment, pas tout le monde. « Je vais parler à Gérald, » dit-elle, déjà en mouvement. « C'est inadmissible. »« S'il vous plaît, ne faites pas ça, » répondis-je rapidement, ma voix tremblante. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avant toute chose. Mais merci. Ça me touche énormément que vous croyiez en moi. » Après son départ, je suis restée figée sur ma chaise, incapable de bouger. Mon écran brillait de courriels non lus, mais je n'arrivais pas à assimiler un seul mot. Le monde me semblait irréel, déformé. Je travaillais pour cette promotion depuis des années. J'avais fait des sacrifices, j'avais manqué des vacances en famille, annulé des anniversaires, perdu le sommeil, perdu l'équilibre. J'avais tout donné à cet endroit, et le titre, la reconnaissance, était attribué à celui qui en avait fait le moins. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que perdre ce titre n'était pas le pire. Le pire était encore à venir. Car Colin n'avait pas seulement accepté la promotion, il allait aussi tout prendre. Colin a emménagé dans son nouveau bureau dès le lendemain, une suite d'angles avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville et des fauteuils en cuir que personne, pas même Gloria, n'avait jamais osé toucher. Je suis passée une fois devant la porte vitrée et je l'ai vu, adossé au dossier de son siège, les pieds que sur le bureau, riant au téléphone, comme s'il s'ennuyait déjà de la vue. Son nom sur l'organigramme avait été changé si vite qu'on aurait dit que tout avait été préparé à l'avance. Et moi, j'étais toujours à mon même bureau, en open space, sans la moindre intimité, juste à côté de la photocopieuse qui grinçait à chaque numérisation. Je me suis dit que peu importait mon titre, je continuerais à faire du bon travail. Je leur prouverai qu'ils avaient fait une erreur avec des résultats encore plus spectaculaires. Puis est arrivé le premier courriel. « Sabrina, un petit service. Pourrais-tu jeter un œil au plan de campagne d'Aurora Wellness? Je veux m'assurer qu'il est parfaitement clair avant de l'envoyer au conseil d'administration. » Cordialement, Colin. Ce plan, c'était le mien. Je l'avais rédigé 3 semaines plus tôt, en prévision d'une nouvelle vision de leadership.
Je l'avais peaufiné pendant des heures, testé le langage, validé le ton, avec 2 groupes de discussion. Colin n'y avait pas touché une seule fois, mais il semblait maintenant qu'il devait porter sa signature. J'ai simplement répondu « Bien sûr ». Puis, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur, je l'ai nommé « Au cas où ». À l'intérieur, j'ai commencé à tout sauvegarder, les emails, les brouillons, les versions successives de mes travaux. Ce jour-là n'était que le début. En une semaine, Colin avait établi une routine bien huilée. Il envoyait des messages dans ma boîte de réception, en milieu d'après-midi, toujours formulés comme des faveurs. Peux-tu peaufiner ça pour le deck client? J'ai besoin de ta touche magique. Juste concocter quelques puces pour ce tableau, quelque chose de précis et percutant. Mais peaufiner signifiait toujours créer de toutes pièces, et quelques puces étaient le code pour construis-moi une stratégie complète en 20 diapositives. Il a arrêté d'assister à la moitié des réunions internes et me transférait simplement les invitations de son agenda. Tiens-moi au courant si quelque chose d'urgent survient, disait-il, comme si j'étais devenue son assistante personnelle. Au début, j'ai obéi, non par peur, mais par un instinct profondément ancré en moi. J'ai été élevée dans l'idée que l'important était de bien faire son travail, que nos contributions seraient valorisées par la diligence, l'humilité et l'intelligence. Je n'avais pas réalisé que j'étais en train d'être effacée en temps réel, petit à petit. Puis est arrivée la campagne Neutraderm. C'était un pitch colossal, l'un de nos prospects les plus prometteurs de l'année. J'avais tout fait, absolument tout. L'étude de marché, le positionnement de la marque, les concepts créatifs, la cartographie des flux numériques. J'ai même conçu moi-même le prototype du parcours utilisateur sur leur futur site web. Le client a été extrêmement impressionné par notre proposition initiale et a programmé une deuxième présentation, la finale. La veille du grand jour, Colin m'a convoqué dans son bureau. « Il faut juste que nous soyons parfaitement en phase », a-t-il dit en désignant la chaise en face de la sienne, « tu vois, pour que nous présentions une vision unifiée et forte. » J'ai passé près de 2 heures à lui expliquer chaque diapositive, chaque donnée, chaque raisonnement stratégique. À la fin, il s'est penché en arrière, l'air satisfait, et m'a dit « Waouh, tu t'es vraiment investie à fond, Sabrina, bravo !» Puis, sans la moindre trace d'ironie, « Mais je prendrai les choses en main demain pour la présentation. Tu connais l'optique, il faut que ce soit la direction qui porte le projet. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête, quitté son bureau et suis restée assise à mon propre bureau pendant 20 longues minutes, le regard perdu dans le vide, fixant mon écran noir. Le lendemain matin, j'étais assise en silence au fond de la salle de conférence pendant que Colin présentait ma stratégie, comme si elle était née de ses propres pensées. Il a même raconté une anecdote sur une fausse séance de brainstorming que nous n'avions jamais eue, décrivant avec force détail comment le concept lui était venu pendant un jogging matinal au bord du lac. Le client a ri. Liliane a hoché la tête en signe d'approbation. Gérald avait l'air ravi, paternel. Et lorsque le directeur marketing de Neutraderm a vanté la section « Analyse concurrentielle » comme étant la plus brillante qu'il ait jamais vue, Colin a souri et a dit « Je voulais creuser plus profondément que les données superficielles, aller au-delà des évidences. J'avais travaillé 3 nuits entières jusqu'à 2 heures du matin pour créer cette section. Ensuite, tandis que les clients sortaient, tout sourire, je suis restée pour ranger les documents. C'est à ce moment-là que je suis passée devant le bureau de Gérald, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Et de l'intérieur, j'ai entendu la voix de Colin, claire et distincte. « Sabrina a du mal en ce moment. Franchement, son rythme n'est pas tenable sur le long terme. J'ai dû retravailler beaucoup de ses dossiers en profondeur. Il serait peut-être temps d'évaluer si elle est vraiment la personne idéale pour la suite. » Le dossier que je tenais m'a glissé des mains. Les pages se sont écrasées sur le sol dans un bruit qui m'a paru aussi fort qu'un coup de tonnerre, mais personne n'est sorti. Je suis restée là, pétrifiée, le cœur battant à tout rompre, et pendant un instant, j'ai eu du mal à respirer. Non seulement il me volait mon travail, mais il était en train de monter un dossier pour me faire renvoyer. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi.
Je suis restée jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage arrive, me regardant avec des yeux ronds. De retour à mon bureau, j'ai consulté mes emails, j'ai enregistré mes brouillons, j'ai comparé les horodatages, chaque fichier, chaque message, chaque modification de calendrier, j'ai tout documenté, tout classé. Pour la première fois, j'ai cessé d'espérer une amélioration. J'ai alors compris que ce n'était pas de l'incompétence de sa part. C'était un plan, méticuleusement exécuté, et j'en étais la cible. J'ai commencé à disparaître progressivement, non pas de manière cinématographique, mais par tranches lentes et invisibles. Mon nom a commencé à être retiré des fils de discussion que j'avais moi-même initiés. Un mémo concernant les projections du 3e trimestre a été envoyé avec mes données, mes diapositives, ma mise en page, mais avec le nom de Colin en en-tête. Quand j'ai interrogé Gérald à ce sujet, il m'a répondu, sans me regarder. Nous avons pensé que ce serait plus simple, venant de la direction. Plus simple, comme si mon existence même compliquait les choses. Colin, quant à lui, s'épanouissait. Il arpentait le bureau comme un roi en tournée, serrant des mains, riant aux blagues des dirigeants, lançant des commentaires du genre « Sabrina, c'est le génie de l'exécution. Moi, j'ajoute juste un peu d'éclat. » Et les gens riaient. Moi non. Car c'était moi qui restais tard pour nettoyer ces bêtises. C'est moi qui refaçonnais entièrement les jeux de stratégie après qu'il ait apporté des modifications de dernière minute qui n'avaient aucun sens. Il a même commencé à utiliser une phrase qui me faisait froid dans le dos, « Mettons Sabrina sur le coup », comme si j'étais un bouton sur lequel il pouvait appuyer, comme si ce n'était pas moi qui faisais encore tourner notre service à bout de bras. Un vendredi après-midi, alors que je faisais mes bagages pour enfin partir, Colin est passé et a laissé tomber un énorme classeur sur mon bureau. Il faut que ça soit entièrement retravaillé d'ici lundi matin. Une grande réunion approche. Le conseil d'administration veut des idées postes nouvelles, du sang neuf. J'ai des projets pour ce week-end, ai-je dit sèchement, ma voix blanche. Annulez-les, a-t-il répondu en s'éloignant déjà. Les clients n'attendent pas. Ce soir-là, Ellie et moi étions assis dans un restaurant où nous n'étions pas allés depuis des mois. Il m'a regardé remuer un morceau de saumon dans mon assiette pendant 10 minutes avant de dire doucement « Tu n'es pas là ». « Je suis fatiguée », ai-je murmuré. « Tu n'es pas seulement fatiguée, Sabrina. Tu es partie. » Je n'ai pas répondu, car il avait raison. Je n'étais allée nulle part mentalement depuis des semaines. Je n'avais pas écouté une chanson sans me demander comment elle pourrait servir de fond sonore pour une vidéo de présentation. Je n'avais pas touché à mon carnet de croquis. Je ne m'étais pas regardé dans le miroir, sans sursauter, en voyant les cernes sous mes yeux. Mon univers s'était réduit à la largeur d'un bureau et au ton de la voix de Colin, et je détestais la personne que j'étais en train de devenir. Le point de rupture final est arrivé 2 semaines plus tard. Nous préparions une campagne remaniée pour Terrakin Naturals, un client majeur du secteur du développement durable, dont le conseil d'administration était réputé pour être particulièrement exigeant. J'avais conçu tout le plan, le positionnement éco-responsable, le déploiement multicanal, les partenariats avec des influenceurs engagés. Colin, bien sûr, n'avait rien fait. Le matin de la présentation, il est arrivé 15 minutes avant la réunion, a feuilleté le dossier de présentation que j'avais finalisé la veille, à minuit, et a dit « Ça a l'air solide, je prends la parole ». J'ai cligné des yeux, incrédule. « Vous ne l'avez même pas lu. » « Je te fais confiance, a-t-il dit en ajustant sa cravate. De plus, le conseil d'administration souhaite entendre la direction. C'est une question de standing. Assise là, le dos appuyé contre la chaise froide de la salle de conférence, je l'ai regardé entrer dans la salle et, une fois de plus, prendre ma voix pour la sienne. Il n'a même pas trébuché. Il connaissait le rythme. Il savait comment surfer sur la vague du travail des autres. Les clients ont adoré. Gérald lui a tapé dans le dos, après la réunion. Et moi, je suis allée à la salle de pause et je suis restée là, les yeux fixés sur la porte du réfrigérateur, serrant une bouteille d'eau en plastique jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. C'est là que je l'ai entendu à nouveau. Colin riait, sa voix basse mais claire à travers la porte entr'ouverte du bureau de Gérald. J'ai dû ranger beaucoup de son travail ces derniers temps. Elle est en train de s'épuiser. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment compter sur elle, à long terme.
La bouteille m'a échappé des mains et a rebondi sur le sol, l'eau s'éclaboussant sur mon pantalon. Je m'en fichais. J'étais figée, glacée. Ce soir-là, j'ai traversé mon appartement comme un fantôme. Ellie avait laissé un mot sur le comptoir. Chez des amis, envoie-moi un SMS si tu veux parler. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai trouvé le dossier, nommé au cas où. Puis, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé 4 mots en haut de la page. Lettre de démission officielle. Mais ce ne serait pas un adieu classique et poli. Cette fois, j'allais m'assurer que chacun de ces mensonges lui revienne en pleine figure comme un boomerang. Et je n'allais pas lui murmurer la vérité. J'allais l'imprimer sur le meilleur papier possible et la livrer en main propre. J'ai passé tout le week-end à rédiger ma lettre de démission. Ce n'était pas seulement la version d'une page qu'on envoie dans les ressources humaines, ce style diplomatique et superficiel qui laisse les portes ouvertes. Non, celle-ci avait plusieurs facettes, comme un diamant noir. La première page était professionnelle, soignée et courtoise, remerciant Crescent and Vale pour l'opportunité, la croissance et les leçons apprises. Elle leur souhaitait une réussite continue. Mais la pièce jointe était un explosif. Je l'avais intitulée « Documentation complémentaire concernant ma démission ». À l'intérieur se trouvaient des sections soigneusement classées, des fils de discussion par courriel où Colin m'avait explicitement assigné des tâches qui correspondèrent à ses propres livrables. Des captures d'écran le montrant en train de demander des retours sur un texte avant de présenter ma formulation exacte, mot pour mot, au client comme étant la sienne. Des fichiers de projet oraux datés avec mon nom dans les métadonnées et son nom sur les diapositives finales. J'ai inclus des comparaisons côte à côte de jeux de stratégie, le sien et le mien. Ils étaient identiques, à une exception près, ses initiales en bas de page. Et puis, caché vers la fin, se trouvait le point crucial, la preuve irréfutable, une différence budgétaire. Quelques semaines plus tôt, en examinant les chiffres de la campagne Terrakin, j'avais découvert quelque chose d'étrange. Une facture de 4 500 $ pour des services de conseil créatif externe, confiée à une petite société que Colin avait mentionnée en passant comme étant gérée par un ami d'université. Le travail n'avait jamais abouti. Le seul livrable consistait en une vague infographie que j'avais en réalité créée moi-même, des semaines auparavant. J'avais conservé cette infographie, ainsi que la facture et le justificatif de paiement. Tout en bas du dossier, j'avais ajouté un dernier paragraphe. Des copies de ces documents ont été transmises en toute sécurité aux ressources humaines ainsi qu'au conseil d'administration, conformément à la politique de dénonciation de Crescent and Vale. Je suis disposée à discuter plus en détail de ces préoccupations si je suis contactée. À défaut, cette lettre tiendra lieu de démission officielle et de clôture de toutes mes obligations. Je l'ai signée, numérisée, et j'ai imprimé le tout sur du papier épais, de haute qualité. Mardi matin. Je me suis habillée comme si je partais à la guerre. Un chemisier noir, un blazer ajusté, les cheveux tirés en arrière en un chignon si serré que ça me faisait mal au crâne. Je suis entrée dans le bâtiment à 9h55 précise et me suis dirigée directement vers le bureau de Gérald. « Faites vite », a-t-il dit en levant à peine les yeux de son écran. « J'ai un appel de New York dans 10 minutes. » J'ai déposé l'enveloppe sur son bureau sans un mot. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, agacé. « Ma démission officielle, ai-je dit d'un ton neutre. À compter de dans 2 semaines. Il a cligné des yeux et a enfin croisé mon regard. Est-ce que c'est à propos de la promotion? Parce que si c'est le cas, Sabrina, c'est immature. C'est une question d'intégrité, l'ai-je interrompu, ma voix ferme. J'ai détaillé les raisons à l'intérieur. Il a eu un petit rire sceptique et a ouvert la lettre, feuilletant nonchalamment la première page. Puis il a atteint le paquet de pièces jointes. Son visage a changé. Ses yeux se sont plissés, ses lèvres se sont entr'ouvertes. Il a commencé à feuilleter plus vite, de plus en plus vite. Page après page, ses joues se teintaient d'un rouge brique. Puis il s'est arrêté net, sur la page avec la facture. Il a lentement levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est dans ce dossier est vrai et vérifiable, ai-je dit calmement.
On ne peut pas simplement envoyer ce genre de choses au conseil d'administration, a-t-il sifflé d'une voix tendue. Il y a une procédure. Il y a aussi une clause de dénonciation dans notre contrat, ai-je rétorqué, croisant son regard sans ciller. Et en tant que chef de service, vous êtes considéré comme un cadre supérieur. Vous aviez le devoir d'agir. Il est resté silencieux un long moment. Puis, il a changé de tactique. Il s'est adossé à son fauteuil, a pris une voix douce, presque paternelle. Écoutez, Sabrina, on peut peut-être arranger ça. Envisageriez-vous de rester? Une promotion, une augmentation significative. Votre propre équipe. J'ai secoué la tête. Vous ne comprenez pas. Je ne négocie pas. J'en ai fini. Au moins, retirez votre plainte auprès du conseil d'administration, a-t-il insisté, sa voix devenant suppliante. Laissons-nous gérer ça en interne. J'ai souri, mais sans la moindre chaleur. Ils ont déjà le dossier, les RH aussi. Ce n'est pas juste un au revoir. C'est mon reçu pour service rendu. Son expression s'est assombrie. Vous vous rendez compte que ça coupe les ponts, n'est-ce pas? J'ai des contacts dans tout le secteur. J'y compte bien, ai-je répondu à voix basse, car maintenant, ils sauront quel type de leadership Crescent and Vale récompense. J'ai fait demi-tour et je suis sortie, le cœur battant, les mains moites, mais je ne me suis pas arrêtée. De retour à mon bureau, j'ai commencé à ranger mes affaires personnelles dans un carton. Nathalie est apparue quelques secondes plus tard, les yeux écarquillés. Qu'as-tu fait? J'ai haussé les épaules. J'ai dit la vérité. Quelques instants plus tard, Colin s'est approché, son sourire un peu trop désinvolte. J'ai entendu une rumeur. Tu démissionnes? Je suppose que finalement, tu as compris que tu n'avais pas le niveau. J'ai croisé son regard, droit dans les yeux. Non, Colin. J'ai enfin compris que je méritais mieux que de voir quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite de mon travail. Puis, je me suis penchée juste assez pour qu'il soit le seul à entendre, et j'ai vu son sourire s'estomper. Et tu devrais peut-être te préparer pour ta réunion avec le conseil d'administration cet après-midi. J'ai entendu dire qu'ils avaient quelques questions sur le budget de la campagne Terrakin. Il est devenu pâle comme un linge. Je me suis dirigée vers l'ascenseur avec mon carton d'affaires, sans me retourner une seule fois. Arrivé au parking, mon téléphone affichait déjà 5 messages non lus. Nathalie, Dylan et même un de Gloria. Que s'est-il passé? Tu es vraiment parti? Gérald vient de claquer la porte de son bureau. Le bouche à oreille s'était propagé plus vite que prévu. Mais je n'ai répondu à personne. Pas encore. Je suis restée un moment assise dans ma voiture, les mains sur le volant, et j'ai expiré longuement. J'avais réussi. J'avais coupé les ponts, mais je l'avais fait stratégiquement, minutieusement et sans excuse. Ce soir-là, Gloria a appelé. Sabrina, m'a-t-elle dit sans même me saluer, tu viens de rendre nerveux beaucoup de gens très puissants. Et je ne suis pas surprise, je le dis dans le bon sens du terme. Un des membres du conseil d'administration avec qui je travaillais m'a appelé après avoir reçu ton dossier. Il m'a dit que c'était le dossier de démission le plus organisé et le plus professionnellement accablant qu'il ait jamais vu. J'ai passé le week-end à le mettre en page, ai-je répondu sèchement. Elle a ri. Bien sûr que oui. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un courriel de Liliane Cross, la PDG en personne, demandant un rendez-vous. L'objet du message indiquait simplement « Suivi de démission, entretien confidentiel ». Je l'ai regardé pendant quelques secondes avant de l'ouvrir. Il n'en avait pas fini avec moi, et apparemment, moi non plus. À mon arrivée au siège de Crescent and Vale 2 jours plus tard, l'atmosphère semblait différente, plus froide, plus tendue. La réceptionniste m'a regardée comme si j'étais un fantôme. Un agent de sécurité m'a escorté jusqu'à l'étage de la direction. Liliane attendait dans la grande salle de réunion, flanquée de 2 autres cadres que je ne connaissais pas. Ni Gérald ni Colin n'étaient l'homme invisible. « Merci d'être venue, Sabrina », a dit Liliane en me faisant signe de m'asseoir. Je suis restée debout. « Nous avons examiné votre documentation », a-t-elle poursuivi, sa voix posée. « Et nous avons mené une série d'entretiens internes. Ce que vous avez révélé n'est pas seulement inquiétant, c'est systémique. Gérald a été démis de ses fonctions de chef de service et réaffecté à un poste de supervision de la conformité, à Cleveland.
Colin a été placé en probation pour une durée indéterminée, dans l'attente d'une évaluation éthique complète. J'ai cligné des yeux, je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent aussi vite, ni avec autant de détermination. Nous voulons arranger les choses, a-t-elle dit. Nous vous offrons le poste de directrice marketing senior avec effet immédiat, avec une augmentation de salaire de 35% et un siège permanent au comité exécutif. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence dans la salle était total. Ils ont attendu. Je les ai laissés attendre. Car quelque chose avait changé en moi, fondamentalement. Il y a un mois, j'aurais dit oui sans la moindre hésitation, les larmes aux yeux. Mais maintenant, j'avais vu derrière le rideau. J'avais ressenti le poids de l'effacement, du sacrifice politique, et je m'étais frayé un chemin hors de ce labyrinthe avec rien d'autre que des documents et du courage. Et ce faisant, j'avais trouvé quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel titre, la clarté. J'apprécie l'offre, ai-je finalement dit. Mais je suis en train de construire ma propre structure maintenant. Une structure dont la performance ne dépend pas de la proximité du pouvoir en place. Je ne reviendrai pas. L'expression de Liliane est restée inchangée, mais j'ai vu une lueur de déception scintiller dans ses yeux. N'y a-t-il rien que nous puissions offrir qui pourrait vous faire changer d'avis ? J'ai souri. Non, ma décision n'est pas une question de rémunération, c'est une question d'intégrité. Et ça, vous ne pouvez pas me le donner. Je dois le construire moi-même. Je suis sortie de la salle de réunion et je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ce que je sois de retour dans ma voiture. Les clés sur le contact, la main ferme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Pour la première fois depuis des années, je me sentais propre. Les semaines suivantes, j'ai travaillé dans un petit espace de coworking près d'Union Street. J'ai rempli les documents pour créer le Sabrina Lee Collective, j'ai lancé un site web d'une seule page et j'ai pris ma première cliente, une ancienne connaissance de Neutraderm qui m'a envoyé un courriel le lendemain même de la propagation de la nouvelle. J'ai toujours su que vous étiez le cerveau derrière notre stratégie, a-t-elle écrit. Quand j'ai appris ton départ, j'ai su exactement qui appeler. Au 3e mois, j'avais 4 clients. Au 6e, j'avais embauché ma première employée, Nathalie, bien sûr. Elle m'envoyait régulièrement des nouvelles de l'ancien monde. Colin s'était effacé, assistant rarement aux deux réunions, toujours sous une surveillance constante. Gérald n'est jamais revenu à Seattle. Et puis, un soir, alors que je fermais le bureau à clé, mon téléphone a vibré. Un message de Dylan. Jessica vient d'être promue vice-présidente. Ta démission a déclenché quelque chose, Sabrina. Tu as ouvert la porte pour nous tous. J'ai regardé le message, puis j'ai contemplé la ville qui s'étendait au-delà de la vitre. Les lumières, le mouvement, les possibilités infinies. J'avais brûlé un pont, c'est vrai. Mais sur les cendres, j'avais construit une nouvelle route. Et cette fois, c'était moi qui traçais la voie. Cela fait maintenant 1 an jour pour jour que j'ai remis ma lettre de démission. 12 mois que j'ai quitté Crescent Vale avec rien d'autre qu'un carton, un dossier rempli de preuves et la conviction obstinée que je méritais mieux. Et aujourd'hui, je suis assise dans le bureau d'angle de mon propre studio. Un petit espace ensoleillé aux murs de briques, blanchi à la chaux, avec une machine à café qui fonctionne vraiment, et une vue sur le port qui ne cesse de m'appeler. Sur la porte, imprimée en caractères serifs clairs et élégants, figure un nom simple, Sabrina Lee Collective. Le mot « collectif » n'a pas été choisi au hasard. Je voulais quelque chose qui ne crie pas PDG ou fondatrice. Quelque chose qui reflétait ce que j'appréciais vraiment, la collaboration. Rendre hommage à qui de droit, une vision commune, le genre d'environnement de travail dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais vraiment trouvé. Nous sommes maintenant une équipe de 6 personnes, ni grande, ni tape à l'œil, mais incroyablement solide. 3 employés à temps plein, 2 créatifs à temps partiel et un administrateur qui était stagiaire chez un de nos clients et qui, aujourd'hui, surpasse la plupart des coordinateurs d'agence que j'ai pu rencontrer. Nous acceptons les projets auxquels nous croyons. Nous disons non lorsque les valeurs d'un client ne correspondent pas aux nôtres. Et nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Nous nous appuyons mutuellement. Cela semble révolutionnaire,
mais ça devrait être la norme. Certains jours sont encore difficiles. Je ne vais pas mentir. Il y a des moments où je remets en question un pitch, où je me demande si j'aurais dû accepter la sécurité de ce titre lorsqu'il m'a été à nouveau proposé. Quand je me souviens de la tranquillité d'esprit d'un salaire bimensuel, une petite voix me murmure des doutes. Puis, j'ouvre une nouvelle proposition. Je vois les noms de mon équipe inscrits sur la couverture avec la même police et la même taille que le mien, où j'entends un jeune collaborateur présenter, avec une assurance nouvelle, une idée qui l'a fait mûrir de A à Z, et je sais, sans l'ombre d'un doute, que j'ai fait le bon choix. Il y a environ 4 mois, j'ai été invité à prendre la parole au Pacific Northwest Brand Summit. C'était surréaliste d'entrer dans cette immense salle de bal, non pas en tant qu'assistante prenant des notes, ni en tant que femme de l'ombre derrière le rideau, mais en tant qu'invitée d'honneur. J'y ai donné une conférence intitulée « L'ère de l'invisible est terminée, construire sa carrière à sa propre façon ». Les applaudissements ont été chaleureux, mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les jeunes qui ont fait la queue après pour me parler. Des jeunes femmes en blazer un peu trop grand pour leur carrure, portant des ordinateurs portables, chargés d'idées non encore reconnues. L'une d'elles m'a demandé « Quel est le critère le plus important à rechercher dans une entreprise ?» Je n'ai même pas eu à réfléchir. « La crédibilité », ai-je répondu. « Pas seulement la leur, la vôtre. Une entreprise qui reconnaît ce que vous apportez à la table et qui ne vous oblige pas à vous battre pour le prouver chaque jour. » Plus tard, quelqu'un de Crescent and Vail m'a croisé dans le couloir. Je l'ai reconnu, c'était l'ancien assistant de Colin, désormais promu responsable de la stratégie. Il s'est arrêté et m'a serré la main. « Ta démission, ça a tout changé. Les gens ont commencé à se poser des questions, à parler. Les RH ont enfin du mordant. Et la nouvelle directrice marketing, elle écoute vraiment. Je me suis dit que tu devais le savoir. » J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai continué mon chemin. Parce que cette version de moi, celle qui gardait le silence, qui ravalait l'indignation pour sauver les apparences, n'existe plus. Ellie et moi sommes toujours ensemble, plus forts d'une certaine manière. Il m'a dit un jour, « Te regarder construire ça, c'est comme voir quelqu'un revenir à la vie. » Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que mon reflet dans le miroir correspond enfin à la femme que j'ai toujours rêvé d'être. De temps en temps, je reçois des courriels de personnes encore là-bas. Des remerciements discrets, des nouvelles de promotion inattendues, des messages du genre « Votre départ m'a donné la permission d'en vouloir plus pour moi-même. » Je les conserve dans un dossier intitulé « Preuve d'impact », non pas pour flatter mon ego, mais pour me rappeler que le succès, le vrai succès, ne se résume pas à un titre qu'on vous décerne dans une salle de conférence. Il s'agit de se lever, même quand on tremble. Il s'agit de dire non à ce qui vous diminue. Il s'agit de quitter l'endroit qui vous sous-estimez pour construire celui dont vous avez toujours eu besoin. Si vous êtes déjà resté assis seul dans une cabine de toilette après une réunion qui aurait dû être la vôtre, si vous avez déjà vu votre travail acharné passer pour le génie de quelqu'un d'autre, si vous vous êtes déjà dit de tenir bon encore un peu plus longtemps, le temps que votre étincelle s'éteigne doucement. J'espère que vous vous souviendrez de ceci. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop émotif, vous n'êtes pas difficile, vous êtes le moteur. Et vous ne devez le silence à personne.